Premier commentaire quand tu vois ce que raconte Quentin. Bon, c'est la vraie vie, c'est comme ça qu'on bosse, c'est vrai, mais il y a une part de romantisme un peu dans ce qu'il dit, dans ce qu'on vit quand on est sur place, et de romantisme qui se heurte à une réalité parce qu'il cache peut-être aussi ce qu'il voit. C'est extrêmement dur. Il a dit aussi quand même, c'est parfois extrêmement dangereux. On prend de sacrés coups d'adrénaline, mais humainement, c'est une sacrée expérience. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des jeunes qui ont envie de faire du journalisme. Ceux que je rencontre, en tout cas, je leur conseille de partir dans un premier temps. En tout cas, s'ils sentent l'appel du large, s'ils ont envie d'aller voir le monde, qui est bien petit aujourd'hui, mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe autour de nous dans un monde aussi complexe si on ne va pas le côtoyer, si on ne va pas le titiller, si on ne va pas sur place. Donc il y a plusieurs journalistes qui sont passés d'ailleurs en stage à RTL et à qui j'avais conseillé de partir, qui sont retrouvés en Afghanistan, qui se sont retrouvés dans les coins les plus pourris, parce que les chaînes traditionnelles, les journaux n'ont plus les moyens aujourd'hui d'envoyer des correspondants permanents. Donc il y a des envoyés spéciaux dont je fais partie, je pars et puis je rentre, mais je reste pas là pendant 2 mois, 3 mois. Ça, c'est ce que nous faisions il y a une petite dizaine d'années, mais maintenant c'est plus possible pour des raisons notamment de coûts. Donc je conseille, il y a des places à prendre pour ces jeunes qui ont envie de comprendre le monde et d'aller se frotter à cette réalité, c'est de partir. Et puis on travaille pour plusieurs médias généralement quand on est journaliste, et c'est à peu près l'assurance d'avoir un job après 2 ou 3 ans. Toi Jean-Pierre, tu es donc grand reporter depuis trentaine d'années, depuis un petit moment quand même. Tu es passé donc de la guerre du Liban à la guerre en Syrie, en passant également par l'Afghanistan et le Rwanda, pour ne citer que ces quelques pays. Quand tu croises cette nouvelle génération, si tu les croises sur le terrain, lors de tes reportages, est-ce que vous vous aidez, vous vous conseillez? Est-ce que tu les conseilles, toi? Je ne sais pas si j'ai des conseils à leur donner, mais on s'entraide. Comme il a dit, comme Quentin l'a dit, on s'entraide sur le terrain parce qu'on n'est plus dans la concurrence quand on est confronté à des situations tellement dramatiques, tragiques, quand les larmes coulent parfois parce qu'on est on fait des rencontres inouïes et puis ça nous brise le cœur. C'est pour ça qu'il y avait cette question est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on peut à quoi on peut servir une fois qu'on est sur place? Eh bien, on sert à cela. Et on a besoin d'aide. On ne peut pas être seul. Moi, j'ai l'avantage, je pars aussi avec un caméraman, donc nous formons un tandem. Ce qui est important pour le soutien. Mais oui, sur place, bien sûr, quand on se donne les tuyaux, on partage les voitures, les fixeurs, parce qu'on a besoin de... là, en particulier, sur Mossoul, où je serai dans 15 jours, j'ai besoin de travailler avec des fixeurs qui parlent à la fois l'arabe, qui parlent aussi l'araméen, qui est la langue, dit-on, parlée par le Christ et qui est encore une langue parlée par les populations chrétiennes de la plaine de Ninive. Et parce qu'ils connaissent le terrain et on a besoin d'avoir confiance en eux. Ça, c'est vraiment très important. Quand on débarque pour la première fois sur un terrain de guerre, on doit avoir la bonne sensation avec le fixeur qui va travailler avec vous pratiquement jour et nuit. Et il peut pas se gourer, et nous non plus, parce que voilà, on peut pas prendre un chemin qui est miné, on peut pas se retrouver pour le cas de l'Irak ou de la Syrie face à Daesh. Ça m'est arrivé la dernière fois et on n'emmène vraiment pas large parce qu'on se rend compte qu'on a fait une sacrée connerie et qu'on n'aurait pas dû partir avec les gens qu'on venait d'engager quelques heures plus tôt, un peu dans la précipitation. Donc globalement, il y a une belle collaboration qui se fait entre les plusieurs générations. Moi, on a posé en fait cette question-là à Quentin, de savoir comment il percevait lui cet échange, et il avait des questions à te poser également. Je propose de regarder cette petite vidéo qui est un message qui t'est directement adressé, Jean-Pierre. Moi, par exemple, je suis la nouvelle génération, donc c'est la génération 25 ans, c'est nos premiers conflits. On est tous à Mossoul, on est entre 25 et 27 ans, et voilà, c'est une première fois. Et après, il y a la génération qui justement a fait le printemps arabe, où ça va jusqu'à la génération qui a couvert Sarajevo, etc. C'est les anciens. Et justement, ils ont plus tendance à nous prendre sous leurs ailes et observer un petit peu ce qu'on fait, nous conseiller. Et ça, c'est vraiment agréable en fait, parce que nous, c'est des gens qu'on a vus dans des articles ou dans des documentaires et qu'on idolâtre un petit peu, et puis après les croiser sur le terrain,
et que eux nous conseillent, c'est magnifique. On les regarde comme des demi-dieux. Faut pas leur dire ça, ils seraient trop fiers. C'est ces mecs-là qui nous ont amenés ici, en fait. C'est à travers leurs images ou leurs articles que, voilà, on a eu envie de faire ça. Donc, c'est clair qu'on les regarde avec des grands yeux, ouais. Comment est-ce que tu fais pour tenir aussi longtemps dans ce genre de zone? Simplement, nous, on se dit, putain, est-ce qu'on va vraiment encore tenir 10 ans à faire ce genre de métier? Comment tu fais pour les thunes quand tu deviens plus vieux? Parce que c'est plus simple quand t'as 25 ans de vivre avec autant par mois, mais voilà, quand tu commences à avoir des enfants et une femme, comment est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on aura encore l'énergie de faire ça? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais super sympa. La première je vais question, d'abord c'est- éliminer celle des thunes. ouais, celle qui nous intéresse tous, au final. Bon, moi j'ai la chance d'être salarié de RTTVI, mais c'est vrai qu'on fait pas ce métier, on ne devient pas journaliste grand porteur pour l'argent. Il y a autre chose. Notre moteur, c'est vraiment autre chose. Deuxième question, c'était comment tenir dans ces zones pendant plus de 10 ans, puisque lui, il se voit déjà arrêter bientôt, vu que ça reste quand même des situations qui sont psychologiquement dures. Alors, comment tient-on? Bonne question. Peut-être que j'y ai jamais réfléchi. De nouveau, j'ai l'avantage de rentrer. Je reste pas de longues périodes sur place parce que je pense que c'est vraiment épuisant. Je l'ai fait par le passé en Afghanistan, je l'ai fait en Irak à l'époque de la guerre en 2003. Aujourd'hui, je rentre après 15 jours généralement. Donc, on rentre dans sa famille, on rentre dans la rédaction et c'est beaucoup plus facile. Mais tenir à faire ce métier, bien tout simplement, la passion, je pense qu'elle est là. On a vraiment, c'est ce que je vous disais tout de suite là, on a envie de comprendre ce monde. Il doit vous apparaître parfois très compliqué, mais plus que jamais, on a besoin de la médiation des journalistes. Face aux fake news, face à des médias qui ne sont pas bons. On a besoin de réinventer aussi ce métier quotidiennement. Et c'est pour ça qu'il y a ces nouvelles générations, parce que ils ont une lecture, ils font de l'image autrement aussi. Et ils ont une lecture de l'actualité qui est très différente et qui est fondamentale pour prendre par la main les téléspectateurs, les lecteurs, pour vous prendre par la main et vous emmener dans ces régions et vous faire partager le quotidien des gens, parce que oui, c'est vrai que là on a vu quelques blindés, on a vu quelques militaires, mais si on va là, c'est surtout à la rencontre des gens pour expliquer ce qu'ils vivent, pour expliquer les tenants, les aboutissants de ce conflit. Et ce n'est pas simple. On peut pas être. Il y a toujours une première fois. Il la raconte, elle n'est pas simple cette première fois. Il faut la préparer. Il faut beaucoup dire. Il faut se nourrir quotidiennement, mais de tout ce qui vous tombe presque sous la main, des bons journaux, les radios, les télés, les encyclopédies. C'est important de partir vierge dans son esprit. Parce qu'on doit être à l'écoute de l'autre, mais pas vierge des connaissances, parce que c'est souvent un traquenard, parce qu'on peut prendre, je disais tout à l'heure, malheureusement on ne devait pas prendre un fixeur qui nous avait été conseillé. On l'a pris parce qu'on n'avait pas trop le choix, mais il nous emmenait dans un véritable traquenard, puisque nous n'étions plus qu'à 20 km de Raqqa et dans une direction exactement opposée à celle où nous voulions aller. Et ils ne connaissaient pas la route. Et quelques kilomètres de plus, et probablement que nous n'allions pas en revenir. Donc, c'est pas simple, mais c'est passionnant pas seulement de montrer la détresse, parce que la guerre, c'est peut-être surtout ça, mais c'est une immense solidarité, c'est faire en sorte que nous-mêmes, nous agissions. Alors, je dis pas que nous allons changer le monde, mais on apporte quand même notre petite pierre à ce monde. Si on ne le comprend pas, si on ne comprend pas ce monde, si on ne fait pas l'effort de s'informer,
on ne le fera pas bouger. Et en l'occurrence, voilà, c'est mon objectif. C'est d'abord faire comprendre moi-même pour le donner à comprendre, et puis aimer les gens aussi, parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas son prochain. Quentin en parlait, il y a cette difficulté de vouloir, d'un côté, vivre quand même de son métier, donc de faire du pur news, comme il essaie de le faire, donc des photos de, comme il dit, il y a un tank, il y a des armes, etc. Il se passe des choses, mais il y a aussi à côté de ça... Il a envie de pouvoir toucher différemment, et donc il en parle, réaliser ses reportages notamment sur la French House, donc la maison qui regroupe les journalistes français, ou encore faire poser ses soldats sur leurs anciennes, sur leurs anciennes maisons, on peut le dire. Est-ce que toi aussi, quand tu pars en reportage et de toute ta carrière, tu as tenté, au-delà du news, d'agir différemment, d'agir sous d'autres formes? Ah oui, alors là c'est toute une histoire. Voilà, peut-être que les plus âgés se souviendront du Rwanda, de ce qui s'est passé en 1994. Moi, je le porte en moi, dans mon cœur. Je regrette à l'époque de ne pas en avoir fait un livre. Voilà, j'étais trop jeune, et puis on était pris par nos voyages, puisque voilà, j'arrêtais pas à cette époque-là. Et je trouvais que même ce que je faisais dans mon métier, ce qui était déjà pas mal, ne suffisait pas. Donc j'étais au-delà. J'ai organisé des manifestations. On a fait encercler le Berlaymont. Là, c'était pour l'ex-Yougoslavie. Mais on s'est battu sur le Rwanda pour obtenir que des responsables qui se cachaient en Belgique puissent être jugés. C'était un combat de longue haleine. J'ai un peu dépassé le cadre qui est celui du journaliste, où nous sommes tenus, sinon à une stricte neutralité, en tout cas à une distance par rapport aux faits dont nous parlons. Mais là, j'en pouvais plus, parce que lorsque vous vous retrouvez face, voilà, au niveau de la porte, là, une jeune femme qui, devant vous, se fait tuer à la machette, que vous voyez que l'assassin est en train d'extirper son bébé parce qu'elle était enceinte, parce que il est considéré comme un insecte, un cancrelat. Vous ne rentrez pas indemne d'un voyage comme celui-là. On pleure toutes les larmes de son corps, et on doit agir pour éveiller les consciences, et pour faire en sorte non seulement que ça n'arrive plus, mais d'abord arrêter le génocide. Vous savez, en 1994, quand je suis parti au Rwanda, le mot génocide, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais confronté très vite, puisque je suis un des tout premiers journalistes à être arrivé sur place. Le génocide a commencé dans la nuit du 6 au 7. Je suis arrivé en fin de journée du 8. J'ai tout de suite été confronté à cette réalité des tueries de masse. Et voilà, je ne suis pas resté indemne. Et même quand j'en parle, je revois ces premières images auxquelles j'ai été confronté, et j'ai voulu aller au-delà. J'ai voulu qu'une action en justice soit entreprise en Belgique. Je suis rentré avec d'autres journalistes. On a contacté, on a motivé des avocats, et puis on a lancé des procédures pour tenter de mener à bien ces procès qui ont eu lieu en Belgique, et qui étaient exemplaires au début des années 2000. Donc c'est important. Je pense que nous sommes, au-delà des journalistes, nous sommes des êtres humains, et il y a des choses auxquelles, voilà, c'est pas qu'elles nous dépassent, c'est qu'on ne peut pas les admettre, et que les dénoncer ne suffit pas. Je pense qu'il fallait aller au-delà. Je l'ai fait pour le Rwanda, je l'ai aussi fait pour l'ex-Yougoslavie, parce que mes séjours à Sarajevo, voilà, m'ont transformé profondément. Est-ce que le métier, comme tu l'exerçais il y a 30 ans, et peut-être encore depuis quelques dernières années, et celui que Quentin exerce, lui, dans le milieu de la photographie, il est différent, avec une nouvelle technologie, avec peut-être une nouvelle manière de penser, de lecture, dont tu parlais juste avant. Est-ce qu'il est différent, selon toi, le métier ? Non, il n'y a pas de différence, dans la mesure où un journaliste qui débarque dans une zone de conflit ou dans un pays en perdition, il va réaliser le même reportage. Il va essayer de comprendre, il va essayer aller à la rencontre des habitants, il va essayer de mettre en image, il va essayer de faire sortir ce qui est en lui, ce qu'il aura emmagasiné. Je dis souvent que lorsque je pars, je suis comme une éponge, et pendant le reportage, je l'imbibe.
je l'imbibe comme une éponge. Et puis quand je rentre dans le reportage, je tords cette éponge et je donne tout ce qu'il y a en moi, non seulement ce que la caméra a pu graver, mais ce qui est en moi, ce que j'ai ressenti, ce qui est dans mon cœur aussi. Donc je suis pas un être tout à fait impartial non plus, parce que des reportages, un certain nombre de reportages en tout cas, m'ont profondément marqué. Mais sur le mode opératoire, il est le même. Nous sommes des êtres humains. On essaye de prendre par la main le téléspectateur ou le lecteur pour l'emmener en reportage avec nous. Alors oui, les codes existent, ne sont peut-être plus tout à fait les mêmes aujourd'hui parce que la télé a évolué. Surtout, la technologie a évolué. Tout premier reportage, j'étais vraiment un jeune journaliste. J'avais débarqué RTL depuis deux jours et j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'avais un ami qui était pilote de ces 130 et qui m'a proposé de l'emmener en Éthiopie. C'était à l'époque, fin 84, début 85, une grande famine dans la corne de l'Afrique. Et RTL m'a fait confiance, alors que j'étais un bambin, j'étais un gamin, quoi. J'avais rien fait, j'avais pas d'expérience. Et je suis parti un mois sans donner de nouvelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de téléphone satellite. Et je suis revenu après un mois avec ces reportages. Et jusqu'à la guerre, jusqu'en Afghanistan à peu près, la façon de travailler n'était pas tellement différente de celle des journalistes du siècle dernier ou même du début du siècle dernier. Mais ces dernières années, c'est accéléré parce qu'il n'y a pas un endroit du monde où je ne puisse pas aujourd'hui envoyer mon sujet avec un smartphone, tout simplement. Voilà, en fait, la différence, elle est juste dans l'envoi de ton reportage. Dans le reportage, et malheureusement, c'est vrai que par le passé, le temps donnait cette distance qui nous permettait de réfléchir et d'emmagasiner le poids de ce qu'on voyait, mais d'y réfléchir avant d'écrire le reportage et de le monter. Alors, dernière question avant de passer à celle du public. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes comme Quentin, mais bon, je pense qu'il est plutôt bien parti pour le moment, mais tu en as peut-être un à lui filer, ou aux jeunes qui sont dans la salle et qui voudraient suivre la même voie que toi, que tu as voulu suivre il y a 30 ans, ça serait quoi ? Il y a plusieurs conseils. Je pense que il faut rester soi-même. Je pense qu'il faut être le plus honnête possible, essayer en tout cas de l'être, et le plus humain. Je pense que si on fait ce métier, c'est vraiment d'abord pour aller à la rencontre de ceux qui souffrent, de ceux qui sont les acteurs de l'actualité, et y aller avec beaucoup de bienveillance. On va passer aux questions ici dans le public et applaudir évidemment Jean-Pierre. En fait, ma question est la suivante. Il y a pas mal de jeunes, voire même très jeunes, comme Quentin, comme Wilson Fash, qui était d'ailleurs un intervenant précédent. C'est des jeunes qui partent dans des conditions assez compliquées. Comme Quentin le disait, il part en payant lui-même son voyage, etc. Il touche peu d'argent. Il expliquait qu'il touchait le SMIC. Ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui dans ton propre parcours a fait qu'à un moment donné t'es passé du jeune reporter à grand reporter qui part dans des conditions qui sont quand même beaucoup plus sûres, beaucoup plus agréables, quoi, hein. Tu t'expliquais que tu partais 2 semaines, que tu revenais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible pour un jeune reporter de devenir entre guillemets grand reporter et d'en vivre décemment et d'imaginer une carrière à long terme dans ce domaine-là? Et en fait, vraiment, qu'est-ce qui a fait que toi t'es devenu, enfin je me doute de la réponse parce que t'as été engagé par RTL et RTL, j'imagine, a gardé contact et c'est le fait d'avoir travaillé pour RTL. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore devenir grand reporter en 2017? Oui, question, oui, plus que jamais. Hein, c'est ce que je disais. Je conseille aux jeunes journalistes, aux jeunes stagiaires qui ont la bougeotte, qui ont envie d'aller voir notre monde, le monde dans lequel nous vivons et qui finalement n'est pas si grand que ça, de partir parce qu'il y a des places à prendre, parce que les rédactions n'ont plus les moyens aujourd'hui de maintenir des correspondants, parce que le métier d'envoyé spécial, celui que je fais, de grand reporter envoyé spécial, coûte très cher, et donc on a tendance à engager des jeunes qui vont aller, pas au casse-pipe forcément, mais qui vont aller aux 4 coins du monde, qui vont travailler non plus par le passé pour un seul média, mais qui généralement, comme dans le cas de Quentin, vont
vivre à 4, 5, partager le boulot entre différents médias, télé, photos, presse écrite, presse hebdomadaire, les nouveaux médias aussi, qui sont importants. Et je pense que c'est le plus beau rêve qu'un jeune reporter qui a envie de faire ce métier puisse réaliser. Moi, c'est le conseil que je donne toujours, c'est vraiment partir, parce que de toute façon, on ne peut pas comprendre une situation si on n'y est pas confronté et si on ne va pas sur place. Ça, c'est une chose. Et puis, il faut toujours une première fois. C'est difficile, c'est extrêmement dangereux. Lorsqu'on est dans l'avion, et je vous assure qu'à chaque reportage, je me dis la même chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là encore une fois? Tu peux pas rester tranquille chez toi. Est-ce que vraiment tu dois aller au casse-pipe? Et non, parce que au-delà de cette passion, il y a cette envie de comprendre ce monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de décrypter l'environnement dans lequel nous vivons, d'essayer d'être le plus juste possible pour le raconter, pour donner la parole à ceux qui souffrent, à ceux qui en sont les victimes, aux acteurs des conflits. Et donc il faut avoir ce courage de pouvoir tout larguer à un moment donné, en mesurant les risques, certes, mais il faut une première fois. Et puis je pense que les habitudes de reportage, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Je repars à Mossoul dans 15 jours et j'ai déjà un petit peu, je sens que, pas la peur, mais je sens que, ouais, quelque part, j'ai des petits frissons. Je dis, bon, ça va pas être simple ce qu'on va aller faire. Le danger peut toujours être là, mais en même temps, c'est la plus belle chose dans notre métier. C'est raconter les choses, aller voir sur place. Et pour les jeunes, je trouve qu'il y a des opportunités, peut-être comme il n'y en a jamais eu. Avec cette question, on ne fait pas ce métier pour devenir riche. On est riche d'autre chose, parce que quand on a vu le monde, quand on a quotidiennement rencontré des gens exceptionnels, on est transformé soi-même. Notre entourage, d'ailleurs, souvent le mesure et le dit, parce que c'est pas qu'on soit des gens difficiles à vivre, très loin de là, mais on est quand même marqué par tout ce qu'on vit. Le premier conflit marque, on en garde les stigmates toute sa vie. Mais chaque reportage aussi, parce qu'on a fait des rencontres et parce que dans mon cas, je rentre après 15 jours, 3 semaines, et qu'on laisse derrière soi des gens extraordinaires qu'on a rencontrés, que peut-être on ne va plus revoir ou croiser dans sa vie, mais qui resteront toujours dans une partie de votre cœur parce qu'ils vous ont marqué, parce qu'ils vous ont apporté une richesse inouïe par leur exemplarité, par leur courage. Pour juste rappeler la question de Célestin, finalement, c'était hyper intéressant, mais pour ce qui est du titre même, parce que je sais pas si c'était ça la question à la base, passer de reporter à grand reporter, est-ce qu'il y a une sorte de moment où on a une médaille, je suis grand reporter parce que j'ai fait autant de reportages, ou bien c'est quoi en fait? Symbolique. D'abord en Belgique, le titre n'existe pas. Alors c'est moi qui l'ai voulu. J'ai voulu parce que ça correspondait à ce que je faisais, que lorsque on a quelques années d'ancienneté dans un journal ou dans une télé, il n'y a pas d'autre voie que soit pour certains qui aiment montrer leur tête à l'antenne, c'est de faire de la présentation, ou c'est de gravir l'échelle hiérarchique pour assurer des postes de responsabilité. Moi, j'ai jamais voulu ça parce que j'ai la bougeotte, parce que je veux voir ce monde. Et donc j'avais demandé de grand reporter ce qui correspondait forcément à un moment donné, ce qui correspond à ce que je fais à RTL. Ok. Est-ce qu'on a une autre question pour Jean-Pierre? Ah ouais. Donc ce que je voulais savoir, enfin ma vision et ma connaissance en fait un peu du monde de reporter de guerre et de journalistes sur le front se limite au départ au livre de Lindsay Addario, Tel est mon métier. Et donc, ça donne juste une vision, mais cette peur, parfois, que à laquelle vous pouvez être confronté, de vous dire que vous ne savez jamais ce qui va vous arriver sur place. Et une fois que vous partez, reviendrez-vous? Est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce que vous y êtes confronté? Je ne sais pas si vous avez une famille, ça vous remet en question en vous disant peut-être qu'un jour, je partirai pas, ou alors, je choisirai pas le front? Parce que le front, on peut pas savoir ce qui va arriver sur place. Donc, voilà.
On peut jamais savoir ce qui va arriver. Alors oui, la peur, on l'a, bien sûr. Je mentirais profondément si je disais que je n'ai pas peur. Et chaque fois que je suis dans l'avion, je me pose la question. Chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? Et puis voilà, une fois que l'avion s'est posé, elle disparaît parce que tout de suite, on doit bosser, on doit préparer la voiture, on lit les cartes et puis on essaye de trouver les quelques personnes avec qui on va partager la semaine ou les 10 jours ou le mois qui vient pour réaliser nos reportages. Mais oui, la peur, elle est bien présente et heureusement, je pense que la peur est une très bonne gardienne, heureusement. J'ai l'impression qu'en fait, sur place, la peur, elle s'efface totalement pour laisser place au reportage, en fait. Est-ce qu'il s'efface? Il y a des moments où on prend quand même... On a conscience du danger. Par exemple, là, en Irak, je vais aller dormir à quelques kilomètres de Karakosh, puisqu'on va se rapprocher du front. Bon, on n'est pas à l'abri d'un kamikaze, d'un drone kamikaze, d'un tir de sniper, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre. Mais je suis pas... Je ne veux pas être un journaliste aux premières loges. C'est pas non plus le but de la télé qui m'emploie. On ne veut pas on ne veut pas faire jouer aux journalistes sensationnalistes. On est là simplement parce que on se doit d'expliquer où en est le conflit. On se doit d'expliquer quels sont les protagonistes, comment la population vit cette offensive sur Mossoul, qui sont les gens qui sortent de Mossoul, ont-ils tous collaboré avec Daesh, qui sont ces gens qui ont été persécutés. Et voilà, je suis très fier, il y a déjà plus de 3 ans d'avoir mis en évidence la situation des Yézidis, qui constituent une petite minorité que j'ignorais moi-même, dont je méconnaissais presque l'existence. Et voilà, j'étais chez eux, j'étais sur le mont Sinjar quand Sinjar était libéré. Donc, je pense que l'élan qui nous porte, à savoir celui de comprendre nous-mêmes pour donner à comprendre, l'emporte très vite une fois qu'on est sur le terrain. Et jamais il ne faut être seul. D'abord, je suis toujours accompagné d'un caméraman avec qui nous formons un duo inséparable, en qui on doit avoir une totale confiance parce que chacun est l'œil pour l'autre. Je dois faire attention quand il filme et quand il n'a pas son regard 180 degrés. Et lui fait la même chose avec moi, donc on doit se soutenir en permanence. Et puis je pars aussi avec un confrère de la presse écrite qui est un ami et qui est presque mon complice de reportage. Comme nous ne sommes pas concurrents, on fait équipe ensemble, tel point qu'on vient d'ailleurs ensemble d'écrire un livre sur Molenbeek d'ailleurs, et Molenbeek sur Djihad, et on a écrit ce livre ensemble. Une dernière question peut-être de Stéphanie avant de clôturer. Vous avez vécu de l'intérieur pour du vrai, du Rwanda à Mossoul. Là, vous allez le vivre dans 2 semaines. Nous, ce qu'on a comme information, c'est celle qu'on nous donne, celle qu'on voit, on voit passer sur Twitter, on voit sur Facebook, on est un petit peu noyé de tout, comme vous le dites très bien. C'est aussi à nous à faire l'effort de comprendre. J'arrive à ma question. Ma question, c'est est-ce que vous croyez encore en l'humanité par rapport à tout ce que vous avez vu, vous, pour du vrai et qui est vrai? Waouh. Waouh. Je dois vous dire que lorsque je suis rentré du Rwanda en 1994, j'avais du mal à y croire. Je suis rentré avec le caméraman, un autre journaliste et 2 Médecins sans frontières, et nos copines respectives nous avaient préparé, je me souviens, nous accueillir à l'aéroport, nous avaient préparé un repas, et nous étions incapables de manger. On est parti, on s'est d'abord saoulé, puis on a pris la voiture et on est allé à Auschwitz, parce que je voulais comprendre le mal absolu. Et puis je suis reparti tout de suite après au Rwanda, et j'y ai passé toute l'année 94. C'est sans doute devenu le pays qui est le plus cher à mon cœur. Encore aujourd'hui, j'y suis très attaché. Mais
Oui, bien sûr, on doit y croire, et j'y crois. J'y crois parce que même dans les situations les plus abominables, les plus pourries, on rencontre comme ça, tels des petits anges, vous croisez la route de gens mais extraordinaires et qui vous donnent d'abord du courage, et qui vous donnent oui, vraiment l'envie de rentrer pour expliquer, pour dénoncer, parce que finalement, mon travail serait inutile si une fois rentré, je m'en lavais les mains et si je disais bon ben voilà, j'ai joué au héros et puis voilà, au prochain. Ben non. Si on part, c'est apporter pour participer à cette prise de conscience, c'est porter notre petite goutte d'eau, c'est faire avancer les choses. Et c'est fondamental. Et je pense que c'est ce qui me guide et ce qui guide mes collègues aussi. J'en suis certain. C'est de pouvoir faire avancer les choses. Parfois, on prend des risques. Je vous ai dit pour le Rwanda, j'ai dépassé le cadre de mon métier en m'investissant pour que des génocidaires soient traduits en justice. Sur l'ex-Yougoslavie, après multiples reportages à Sarajevo, je pouvais plus supporter l'impuissance de ce qu'on appelle la communauté internationale, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais on s'est vraiment bougé pour qu'on intervienne. Et je pense que c'est aussi le rôle du journaliste. On n'est pas des lobbyistes. Je suis attaché. Je suis très fier et jaloux de ma liberté à l'égard de tous les groupes de pression, les partis. Mais en revanche, je crois qu'on sous-estime parfois certains journalistes sous-estiment leur capacité à remuer les forêts et à faire bouger les choses. C'est vraiment important. Et je pense que vous appartenez à une génération qui est sensible. Et oui, on a un devoir de bouger, on a un devoir de conscience de faire avancer les choses et on peut le faire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous.